Bien, bonjour à toutes, puisque non, c'est presque exclusivement féminin, donc je ne vois pas pourquoi le masculin l'emporterait sur le féminin, puisqu'on est beaucoup plus nombreuses. J'ai monté cette conférence-là, en fait, à l'issue de... J'avais donné une formation auprès de profs de collège et de lycée de mathématiques sur l'histoire, comment intégrer l'histoire des mathématiques, parce que les mathématiques sont une science vivante, et comment intégrer l'histoire et les gens qui ont fait les mathématiques dans les cours. Et j'étais très vexée à l'issue de cette intervention-là, parce que je m'étais rendu compte que je n'avais cité aucune femme, je n'avais cité que des mathématiciens hommes. Et du coup, effectivement, dans l'imaginaire collectif, si je vous demande si vous connaissez des mathématiciens ou des mathématiciennes, qu'est-ce qui vous vient comme nom? Newton, oui. Ada Lovelace, plutôt informaticienne, mais c'est une femme. Oui, bon point, on voit qu'il y a des profs qui ont fait du bon boulot. Tout à l'heure, vous aviez cité Pythagore, Thalès. Et si même moi, quand je regarde dans les mathématiciens célèbres que je connais, il y a en fait finalement peu de femmes. Et donc moi, à l'issue de cette intervention-là auprès des profs, j'étais moi ultra vexée pour moi. Et donc du coup, ma question c'était, où sont les mathématiciennes? Alors j'ai mis un petit chat parce que mon fils m'a demandé de mettre des petits chats pour que ce soit plus rigolo, il a 10 ans. Mais ça reflète bien aussi le boulot qu'on fait, nous, quand on se pose une question en tant que chercheur, d'une manière générale. C'est qu'on est face à un petit problème. Ici, c'est une pelote de laine. Et puis, on tire un fil et puis on voit jusqu'où ça nous mène. Donc, moi, j'ai commencé à tirer le fil en me disant, tiens, mais j'en ai pas mis, mais pourtant, j'en connais. Et bah, ça, c'est le fruit de mes réflexions là-dessus. Donc, moi, j'en connais une et j'en connais une qui est quand même assez célèbre, c'est Sophie Germain. Donc, Sophie Germain, c'est une mathématicienne qui est fin du 18e, début 19e, à cheval. Donc, pour vous situer un petit peu, elle est née au moment de la Révolution française. Enfin, non, elle était ado au niveau de la Révolution française. Elle meurt avant l'invention de l'ampoule. Donc, elle est née au moment où on invente les bateaux à vapeur et elle meurt avant l'invention de l'ampoule. D'accord? Pour vous situer un peu, pour vous situer un petit peu. Donc, moitié à cheval, siècle des Lumières et révolution industrielle. Et donc, quand je me dis quand même, c'est vachement tard, parce que Pythagore et Thalès, c'était beaucoup plus avant. Est-ce qu'il y en a avant? Est-ce qu'il y en a avant quand même? Alors oui, on en trouve. Et on en trouve une longtemps avant, au IVe siècle, qui s'appelle Hypatie d'Alexandrie, et qui était plutôt une enseignante. Elle travaillait donc à la bibliothèque d'Alexandrie et qui était reconnue comme enseignante. Il y avait beaucoup de gens qui venaient lui poser des problèmes de maths, de physique, d'astronomie. Et elle a eu une énorme influence. Et elle a très mal fini parce qu'elle se retrouvait coincée dans des histoires de guerre, de religion. Elle a fini lapidée. Donc ça donne pas trop envie. Et puis si j'en cherche d'autres, en fait, je m'aperçois que faut aller les chercher bien loin. C'est-à-dire que tout le Moyen-Âge, on n'en trouve pas. Vraiment des bribes, on va dire, en tout cas sans écrit. Et puis en fait, il faut aller chercher vraiment très près de Sophie Germain, c'est-à-dire à partir du début du XVIIe siècle. Et je me dis, il y a quand même pas mal de maths qui se sont faits avant. Pourquoi les femmes n'intervenaient pas? Pourquoi elles n'ont pas construit elles aussi les mathématiques? Alors on en trouve quelques-unes. Donc là, je vous ai mis les matheuses que j'ai trouvées avant Sophie. Vous avez Elena Piscopa. Bon, voilà, il y en a 4. Il y a Châtelet qui a traduit Newton d'ailleurs. On parlait de Newton tout à l'heure. Une italienne, 2 italiennes, une chinoise qui a écrit un guide de théorie arithmétique. Et en fait, quand on regarde un peu leur biographie, elles n'étaient pas ultra bien vues. Notamment, Elena Piscopa, pardon, elle a mis, donc elle a fait ses études toute seule chez elle. Elle avait un percepteur qui venait lui donner des leçons. Elle était tout à fait capable. Elle a soutenu une thèse.
Mais on ne lui a pas donné le diplôme. On ne lui a pas donné le diplôme. Ils ont mis 2 ans à lui donner le diplôme. Et donc, quand on lit les remarques de l'évêque de Padoue, c'était « Il est hors de question d'accorder le titre de docteur à une femme. » Et la raison, c'est que ce serait quelque chose à nous rendre ridicule à tout le monde. C'est vous dire l'ambiance. Okay. Est-ce que vous trouvez ça ridicule qu'on donne un doctorat à une femme? On est bien. Oui. Non. C'est quand même hallucinant. Bref, alors, la question, c'est pourquoi? Et donc là, je commence à m'empêtrer un peu dans mes fils et je vais regarder ce qui se passe. Comment est-ce que les femmes étaient éduquées avant Sophie? Alors, il y a quelques dates clés. Il y a un monsieur au milieu qui s'appelle Charlemagne. On dit que c'est lui qui a inventé l'école. C'est pas tout à fait vrai. Vous aviez des écoles qui étaient, en France en tout cas, qui étaient adossées aux cathédrales. Et ce qu'a fait Charlemagne, c'est qu'il a juste dit, en fait, on va éduquer plus de gens. Voilà, on va éduquer plus de gens et on va systématiser ça. Qu'est-ce qu'ils apprenaient à l'époque? Ils apprenaient un peu ce que vous apprenez vous. Hein. Il y a de la grammaire, de l'arithmétique, de la géométrie, de l'astronomie, de la musique, un peu d'histoire, de la physique, de la philosophie, ça c'est pour plus tard. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'école était pas du tout obligatoire, elle était gratuite et elle servait, en fait, jusqu'à Charlemagne, elle servait qu'à, en gros, créer l'élite aristocratique, donc ceux qui allaient régner, et ceux qui allaient prier, c'est-à-dire l'élite ecclésiastique, donc les curés et des chefs d'État. Okay. Et les enfants étaient triés sur le volet. Ce qu'a fait Charlemagne, c'est qu'il a multiplié les petites écoles et surtout, lui, ce qu'il voulait, c'était créer une élite administrative pour le pays. Et c'est pour ça qu'on parle que c'est lui qui a inventé l'école, mais ce n'est pas tout à fait. Ok, on a aussi les premières universités qui s'installent au Moyen-Âge. Mais pour les filles, ce n'est pas du tout ça. Parce que ça, c'est réservé qu'à des garçons, en vrai. Pour les filles, en gros, le but des études, quand il y en a, c'est de devenir une bonne épouse et une bonne mère. Et là, on garde la musique, mais on oublie la grammaire, on oublie les maths, on oublie l'astronomie, on oublie tout ça. Le seul truc, c'est cuisine, prière, couture, broderie, calcul ménager. Éventuellement, l'écriture, maths et astronomie, mais ça, c'est vraiment pour les plus chanceux, celles qui avaient un percepteur privé. Donc, en général, c'était la grande aristocratie. Et on peut... Si on regarde à l'autre bout, il y avait quand même des écoles qui étaient accessibles dans des petites écoles, enfin dans des petites écoles, des petits villages. Mais c'était pas tout, enfin c'était pas du tout la même chose. Et ce qui se passe, c'est qu'au Moyen Âge, en fait, progressivement, on sépare les filles des garçons. Et quand on sépare les filles des garçons, c'est bien, parce qu'on peut ne pas leur apprendre la même chose. D'accord ? Et donc, du coup, ça augmente énormément les inégalités. Et pour vous dire un petit peu l'ambiance aussi, on en est toujours là. Hein, le chancelier d'université de Paris, au Moyen-Âge, au XVe siècle, qui dit « Tout enseignement pour les femmes doit être considéré comme suspect. » Je ne sais pas si vous considérez suspect ce que vous apprenez, mais... Bref, du coup, Sophie, elle arrive là. Alors, ça bouge un peu avant, au siècle des Lumières, mais c'est pas. On commence à s'intéresser, à dire, ok, d'accord, bon, qu'est-ce que les filles, elles doivent apprendre? Est-ce qu'elles doivent apprendre la même chose que les garçons? On ne sait pas trop, etc. Donc, du coup, il y a énormément de débats, même. Je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler de Rousseau et Diderot, non? Ou peut-être pas de Condorcet, mais en général, Rousseau et Diderot. Donc, ils ne sont pas d'accord. Hein. Rousseau a dit la femme ne peut s'imaginer l'égale à l'homme, notamment concernant l'éducation, alors que Diderot explique qu'il y a tyrannie lorsque la femme est subordonnée à l'homme, donc elle devrait apprendre autant que lui. Ça bouge à la Révolution française, puisqu'à la Convention de 95, donc au moment de la Révolution française, vous avez une loi qui affirme le principe d'une école publique dans chaque village, comprenant une classe de filles. C'est bien. J'insiste juste sur le mot principe. C'est-à-dire qu'en principe, au sortir de la Révolution, chaque village devait avoir au moins une classe de filles. Alors je me dis, bah, c'est cool. Sophie, elle avait 20 ans, elle a peut-être pu... elle n'a pas pu en profiter, mais elle a peut-être pu se débrouiller après ça. Et en fait, si on regarde, donc,
on avait en principe une classe dans chaque village, mais en fait, il a fallu attendre presque un siècle. C'est-à-dire que le premier lycée pour filles vient un siècle après le principe de création d'une classe dans chaque petit village. Donc, 1836, vous avez ici l'obligation, en 1850, c'est l'obligation d'ouvrir une classe de filles qui passe enfin. Donc, presque 50 ans après, ça devient obligatoire pour chaque commune suffisamment grosse d'avoir une classe de filles, mais c'est une classe de primaire. D'accord ? L'enseignement secondaire, il ne va être... Alors, il tente un truc en 86, mais le premier lycée pour filles, il vient un siècle après. OK ? Donc, on part de la loi qui met le principe et puis on attend un siècle avant. Donc, Sophie, elle n'a pas pu en profiter. Elle n'a pas pu, elle a même pas pu faire d'école primaire, c'était pas acté qu'il y avait des écoles primaires partout. Ah oui, pardon, autant pour moi. Le premier lycée pour filles, c'est que pour filles, hein, on sépare bien les filles des garçons et on n'apprend pas la même chose. Parce que pour vous donner l'ambiance, on est assez proche du masculinisme toxique qui ressort en ce moment. Il ne s'agit pas de préparer les jeunes filles à être savantes, comme ça c'est réglé. Leur mission dans le monde n'est pas de faire de nouveaux progrès aux mathématiques et à la chimie. Donc en fait, on crée l'école pour filles, mais le but c'est pas qu'elles participent à la science en vrai. Le but c'est quoi? Les lycées ils sont formés pour faire de bonnes épouses, de bonnes mères, de bonnes maîtresses de maison, qui doivent plaire à leur mari, instruire leurs enfants, gouverner leur maison avec économie et répandre autour d'elles le bien-être. Ok? Donc en gros, il y a déjà, c'est orienté, c'est pas orienté pour faire des métiers scientifiques du tout. Et donc ce qui donne qu'en fait, quand on regarde l'enseignement des filles à cette époque-là, c'est plus court, il y a 5 ans au lieu de 7, mais surtout il y a pas les mêmes contenus. Et notamment, il n'y a pas de latin. Alors vous allez me dire, ouais, ça va, le latin, personne n'en fait maintenant. Ou très peu. Mais le latin, à l'époque, c'est un peu comme l'anglais aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la langue des sciences. Tous les écrits scientifiques, maths, physique, info, non, pas d'informatique à l'époque, je dis n'importe quoi. Maths, physique, chimie, philosophie, tout s'écrit en latin. Si vous ne lisez pas le latin, vous ne pouvez pas vous instruire. En sciences, en tout cas. Donc, en fait, c'était OK, d'accord, on leur fait un petit lycée pour elles gentilles, elles sont contentes, elles pourront peut-être devenir juste institutrices, mais pas plus. D'accord? Apprendre les additions, ça va, OK, mais pas plus. Et si, en fait, on regarde, il faut attendre 1924, c'est-à-dire il y a 101 ans, pour que les contenus filles-garçons sur le bac soient les mêmes. C'est-à-dire qu'on juge les femmes capables d'avoir le bac comme les garçons. Et je trouve ça, enfin, moi, je trouve que c'est pas si loin que ça, en vrai. Alors, du coup, ma question, bah, c'est comment Sophie, elle a fait? Parce que elle a eu, elle arrive, aller un siècle avant le bac. Comment elle a fait, elle, pour devenir une grande mathématicienne? Non. Alors, elle vient d'une famille bourgeoise, donc elle est quand même aisée, elle a un percepteur qui vient lui donner des cours, mais surtout elle a de la chance parce que dans la bibliothèque de son père, il y a plein de bouquins de maths. Il y a plein de bouquins de maths, et puis bah, dehors c'est la révolution, hein, c'est comme si elle était confinée, hein. C'est son Covid à elle. Elle n'a pas grand chose à faire, puisqu'il n'y a pas encore d'écran, donc elle lit. Et elle lit les bouquins, elle lit beaucoup de bouquins de maths. Et pour pouvoir les lire, déjà, elle apprend le latin, puisque tout est écrit en latin. Donc, en fait, elle profite, on va dire, de la Révolution pour s'occuper en apprenant et le latin, et puis ensuite en lisant des bouquins de maths. Elle veut devenir mathématicienne, mais c'est pas une profession féminine. Hein. On est très loin de la profession féminine. Et du coup, bah, le problème, c'est que bah, elle veut récupérer des cours, mais elle n'a pas le bac. Le bac n'existe pas, mais elle a même pas, elle a pas de diplôme, elle a rien. Et en plus, c'est une femme.
Donc, comment est-ce qu'elle va récupérer les cours de l'école polytechnique? Elle se fait passer pour un homme et elle écrit en disant, voilà, je m'appelle Auguste Leblanc. Auguste Leblanc, c'est quelqu'un qui a été inscrit à Polytechnique et puis qui a fait autre chose après, qui est parti, machin. Elle récupère son nom et en restant chez elle, elle écrit, elle récupère les cours, elle renvoie ses devoirs comme si elle était au CNED, quoi. Donc, elle fait l'école à la maison et, donc, elle rend ses devoirs de maths et elle suit les cours polytechniques comme ça. Et c'était le seul moyen qu'elle avait trouvé pour pouvoir se nourrir pour ses études. Alors évidemment, il y a les profs de maths, il y en a un qui dit quand même c'est un super bon étudiant, je vais aller le rencontrer puisque je ne l'ai jamais vu. Et il arrive un jour chez elle pour dire bonjour, je viens voir Auguste Leblanc, et il tombe nez à nez avec Sophie Germain. Et du coup, il comprend que c'est problématique le fait qu'il soit une femme, mais du coup, il va devenir son mentor et c'est lui qui va lui apporter de nouveaux bouquins et qui va l'aider à se former en maths. Et du coup, au bout d'un moment, elle, quand même, à 25 ans, dit, elle n'a pas envie de se marier et tout ça, machin. Bon, allez, tant pis. Elle réussit enfin à rallier sa famille et elle va pouvoir se consacrer aux sciences toute seule. Mais elle va pouvoir se consacrer aux sciences parce qu'elle a la chance d'avoir une famille aisée, d'avoir 2 sœurs qui ont fait d'excellents mariages et qui peuvent, en gros, la soutenir financièrement. Et donc, du coup, ah oui, pardon. Donc, en fait, elle c'est vraiment une autodidacte. Alors, je me suis posé la question aussi de, OK, le bac, l'uniformisation du bac, filles-garçons, c'était 2024. Pardon, 1924. Sérieusement, on ne pouvait pas accéder aux études supérieures avant? Je trouve ça bizarre, parce que moi, je connais des scientifiques qui sont antérieurs à ça, même des femmes. Donc, comment est-ce qu'elles ont fait? Et en fait, elles ont poussé les portes avant qu'on leur les ouvre clairement, quoi. Si vous regardez, donc, uniformisation du contenu du bac 1924, toute la deuxième partie du 19e siècle, en fait, elles ont poussé. Elles ont vraiment poussé et c'est des pionnières qui ont vraiment forcé. Parce que en Europe, progressivement, vous avez toutes les universités qui commencent à s'ouvrir aux femmes. Donc, les premiers, c'est la Russie. La Russie font un essai. Ils ouvrent pendant 4 ans, ils disent, oh là là, non, en fait, non, c'était pas une bonne idée. Et ils reprennent après en 72. Mais progressivement, tous les pays européens vont donner accès aux femmes aux universités. La première russe à rentrer dans une université, elle est rentrée en fac de droit. Elle est rentrée en fac de droit parce qu'elle a réussi à leur mettre leur nez dans le caca, là. Parce qu'en fait, dans leur statut, l'université de Saint-Pétersbourg, elle avait oublié d'écrire que c'était interdit aux femmes. C'était tellement ridicule et tellement impensable qu'une femme puisse demander à suivre des études qu'il ne l'avait même pas mis dans les statuts. Et elle a exploité ce manque dans les statuts pour intégrer une fac de droit. Si ça, je trouve que c'est un super pied de nez. Donc, du coup, progressivement, voilà, donc toute cette période, les universités commencent à s'ouvrir aux femmes. Et il faut faire attention parce que assister aux cours, c'est pas pareil que de passer les examens. C'est-à-dire que des fois, on veut bien leur laisser assister aux cours, mais on ne veut pas leur faire passer les examens. Et quand on regarde, donc toute cette deuxième partie du XXe siècle, elles ont forcé pour obtenir ce qu'elles voulaient. Donc, vous avez les premières. Là, j'ai mis que des Français, enfin, ce qui se passe en France en tout cas. Vous avez donc Julie Daubié qui obtient son bac en 61. Donc quand même 60 ans avant que le bac soit le même pour les filles et les garçons. Elle obtient le bac masculin, on va dire à l'époque, 60 ans avant. Et par contre, elle a sa licence que 10 ans après. En fait, elle n'a pas mis 10 ans à suivre les cours de licence, elle a mis juste 10 ans à trouver quelqu'un qui voulait bien lui faire passer l'examen. Normalement, une licence, c'est 3 ans. Et donc, progressivement, vous avez tous les secteurs maths, médecine, lettres, sciences, etc., physique, qui se féminisent un chouïa. Parce que
au début du XXe siècle, on n'a que 3% des filles dans l'université. C'est vraiment très, très particulier. Et notamment en droit, c'est vraiment en général exceptionnel qu'il y ait des femmes. Et en plus, elles ne sont pas nombreuses et on ne leur ouvre pas la porte grande. En général, l'accueil est plutôt glacial. Et on a eu l'énorme chance d'avoir Marie Curie qui est arrivée, qui a plié le game. Alors, elle est arrivée, elle a passé la, donc là, on la laisse, elle a eu sa licence de physique. Elle a eu l'agrégation aussi, je sais plus, elle a eu l'agrégation de maths, me semble-t-il. Elle devient docteur en physique. Elle obtient une chaire de physique, donc elle devient maîtresse de conférence, on va dire. Elle devient la première femme directrice de laboratoire. Et c'est la seule personne au monde, tous sexes confondus, à avoir 2 prix Nobel dans 2 matières différentes. D'accord? Donc, elle est arrivée, elle a posé le game. Elle a eu énormément de chance parce qu'elle était mariée à un scientifique qui croyait en elle et qui a même délaissé, lui, ses propres recherches pour se consacrer aux recherches de sa femme. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'il y ait peu de garçons parce que c'est aussi de leur responsabilité. Souvent, en général, derrière ces femmes, il y a des gens qui ont cru en eux et qui les ont aidés à se battre. Et donc, progressivement, ça s'ouvre et on peut dire, allez, on va dire que après la guerre, ça commence à se normaliser. Juste là, c'est le nombre, le pourcentage de filles à l'université. Donc, on voit que ça augmente. Alors, évidemment, il y a un trou pendant les 2 guerres. Et on voit une forte augmentation aussi entre les 2 guerres, juste parce qu'en fait, elles étaient plus obligées de demander à leur mari le droit de s'inscrire à l'université. Voilà. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a plus de filles à l'université que de garçons, quasiment, globalement. Alors, évidemment, les sciences fondamentales, c'est encore les mauvais élèves, mais en général, elles réussissent mieux. Elles réussissent mieux. Enfin, voilà, c'est des stats que j'avais obtenus. Bon, c'est 2010, ça a peut-être évolué, mais en gros, ça s'est stabilisé. Maintenant, il y a 0 problème de mixité dans les universités. Tout est à peu près mixte. Enfin, en maths, on est quand même des mauvais élèves. Maths et informatique sont des très mauvais élèves en termes de mixité. Et à propos de mixité, donc, à la fin du Moyen-Âge, tout était séparé. Filles, garçons, filles d'un côté, garçons de l'autre, etc. Et progressivement, au XXe siècle, on va rétablir une mixité. Donc, oui, en 1938, donc, on a la suppression de l'incapacité civile des femmes. Donc, elles peuvent s'inscrire à l'université sans l'autorisation de son mari ou de son père, si elles ne sont pas mariées. Et puis, vous avez les premiers établissements mixtes qui apparaissent après la guerre. Les écoles d'ingénieurs qui deviennent mixtes, c'est il n'y a pas si longtemps. Et vous avez la mixité dans les écoles primaires et secondaires en 1975, qui devient obligatoire. Et évidemment, les derniers mauvais élèves qui sont pires que des matheux et des informaticiens, c'est l'armée en termes de mixité. La mixité dans l'armée, elle arrive dans les années 80. Donc, il y a 40 ans. Ok. Quelques dates bonus pour vous situer aussi que progressivement, le XXe siècle a gravi les échelons en termes d'égalité hommes-femmes. Vous savez, le droit de vote, c'est la fin de la guerre aussi également. Droit de vote pour les femmes. Autorisation de la contraception en 1971. La loi sur le principe d'égalité salariale. On est encore loin, on verra si on met autant de temps qu'à avoir le principe sur la création des écoles pour filles. Et la dépénalisation de l'IVG la même année. Et ma date préférée, 2013, ils ont enfin supprimé de la loi une loi qui concernait le travestissement des femmes. Parce qu'en fait, jusqu'à 2013, dans le code pénal, il y avait interdiction aux filles de porter des pantalons. C'est fou, hein? Bon, ça, évidemment, c'était plus appliqué depuis très longtemps, mais ça traînait encore dans les lois. Ouais, 2013. Le jour où j'ai découvert ça, j'ai éclaté de rire. Bref,
Retournons au cas de Sophie. Donc Sophie, on n'en est pas encore là, les universités ne sont pas encore ouvertes aux femmes, elle bosse toute seule dans son coin, elle écrit à des matheux et pour travailler. Et donc, enfin, c'est elle qui écrit, mais c'est Auguste Leblanc, c'est-à-dire qu'elle va en fait, il n'y a pas d'autre moyen de correspondre à l'époque que les lettres, et donc elle va écrire avec deux pontes des mathématiques que sont Legendre et Gauss, et elle va travailler en théorie des nombres, ce qu'on appelle, et c'est juste la demi-minute mathématique, elle fait une avancée majeure sur ce qu'on appelle la conjecture de Fermat. C'est-à-dire c'était un résultat qu'on pensait vrai, mais dont on n'avait pas la démonstration, et elle fait un énorme pas dans la résolution de cette conjecture, qui sera démontrée finalement que presque 2 siècles après. Donc en fait, elle s'attaque à des problèmes très difficiles de théorie des nombres, et ça marche. Alors, il y en a qui s'en rendent compte, qui se rendent compte que c'est une femme dans les écrits, et puis d'autres, donc il y en a qui trouvent que c'est génial et qu'en plus, elle a dû se former toute seule parce que c'est une femme, et il y en a qui snobent complètement ses travaux en disant, ben non, de toute façon, c'est une fille, si elle fait, c'est pour, sans même tenir compte de ce qu'elle fait. Et donc, oui, je voulais parler de ça, c'est un peu long, mais c'est pas grave. Elle s'attaque à un moment donné au problème des plaques vibrantes. Alors, imaginez, vous avez un physicien qui arrive à Paris, alors ça se faisait beaucoup, des démonstrations d'expériences scientifiques à l'époque. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une plaque métallique, il verse du sable dessus, la plaque métallique, elle est tenue par quelque chose, et puis il fait vibrer la plaque. Donc, soit en faisant une note de musique, soit en prenant un archet, en faisant vibrer la plaque. Et ce qui est assez étonnant, c'est que selon la note que ça fait, ou selon les endroits où il fait vibrer, selon les endroits de la plaque qui tient, ça fait des dessins. Donc, ça peut faire des dessins. Et je voulais vous montrer une petite vidéo, j'espère qu'il y a du son, d'une expérience un peu similaire qu'ils ont fait. Ça doit être celle-là. Ah, attends. J'ai pas de son. Pourquoi j'ai pas de son? C'est normal parce que j'ai pas de son ici. Donc, en fait, chaque fréquence fait résonner la plaque et fait de nouveaux dessins. Ça dure 3 minutes. Pourquoi il n'y a pas de son? Ah, parce que j'ai pas mis le son. J'ai pas testé ça en HDMI. Voilà, là, ça va envoyer du bois normalement. C'est juste pour vous montrer, c'est magnifique. Attends, c'est pas assez fort. Mettre à fond. The first experiment for the cymatics music video is called a cladding plate. A cladding plate is basically a metal plate attached to the top of a speaker. There's sand on top of the plate, and you play different tones through the speaker. The plate vibrates, which forms different shapes depending on the frequency of the sound. Well, we blew up a lot of speakers with the Chladni plate. So there was a lot of experimenting around the Chladni plate, primarily looking at how much volume we can put through there, how much sand to actually put on the plate, and the different shapes of plates and what different patterns would be created because of those shapes. But what we were really testing was what frequencies create the most interesting repeatable patterns, because that was a key point. So we ended up playing pretty much every audio frequency through the plate to see what different shapes it would form. And for most frequencies, it doesn't really do much, but when it hits a frequency that resonates with the plate, it forms a really nice pure shape. So we found out what those tones were, and those were the tones we used to drive the plate in the video. Et le sable, il se met aux endroits où elle vibre pas. C'est hallucinant, hein? Et ça fait pareil sur une surface liquide. Selon la fréquence, vous avez des dessins et des morceaux différents qui se forment. C'est ultra hypnotique. Bref. Donc, Chladni, lui, il arrive à Paris et puis il fait
cette expérience-là. Et donc, il répertorie tous les motifs qu'il prend en fonction des fréquences, des trucs comme ça. Et donc, il y a tout un catalogue. Et évidemment, à l'Académie des sciences, ça les intéresse. Et ils veulent savoir, OK, ben, on voudrait donner une théorie mathématique de ce qu'ils appellent les surfaces élastiques et les comparer à l'expérience. L'idée, c'est de dire, OK, je vous donne une plaque, je vous donne un son, quel dessin je vais avoir? Et de le prévoir mathématiquement. Et Sophie, ça l'intéresse vachement. Donc, eh ben, elle écrit. Donc, c'est pour que vous voyez aussi comment marche un chercheur quand il travaille. Des fois, il fait des erreurs et puis il se reprend. Donc, elle renvoie, au départ, c'est la seule à répondre qui renvoie un texte écrit à l'Académie des sciences. Et l'idée, c'est de partir, de dire, bah, on sait comment ça se passe sur une tige élastique. Donc, bon, allez, une planche, c'est un peu comme des tiges collées les unes aux autres. Donc, bref. Bon, il y a des problèmes de justification. Les méthodes, elle utilise des méthodes, des techniques récentes, hein, mais il y a un peu des soucis. L'équation n'est pas la bonne. Bon, bref. Les travaux sont retoqués. Cela dit, ils sont repris par Lagrange, qui modifie l'équation en disant non, bah, il y a peut-être des petits ajustements à faire, mais en gros, c'est bon, quoi. Mais cette équation, maintenant, on la connaît sous le nom d'équation de Lagrange et pas de Germain-Lagrange. Donc, elle a été disparue. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, elle reprend ces trucs, comme personne avait répondu. Le concours est relancé 2 ans plus tard et elle envoie une réponse en tenant compte des corrections. Donc, elle reprend l'équation de Lagrange, elle la compare, elle justifie les hypothèses, etc. Alors, son truc commence à tenir la route. Seulement, à cette période-là, ben, Lagrange, qui est son protecteur, celui qui l'avait découvert à l'école polytechnique, il est mort. Et à la tête du comité, c'est Carnot et Poisson. Alors, Poisson, lui, n'a absolument rien compris au son. Il pense que c'est des molécules qui bougent et pas que c'est vibratoire. Il pense que c'est un phénomène moléculaire et pas vibratoire. Mais il est en place. Il est prof à Polytechnique, il siège au bureau des longitudes, il est prof de mécanique à la fac des sciences et il est élu à l'Institut des sciences. Donc, en gros, c'est vraiment le ponte, il est vraiment en place. Et il n'est pas d'accord avec Sophie qui est toute seule dans son coin. Donc, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de suspendre la remise de prix. Il dit non, arrêtez tout, moi j'ai la solution. Il fait n'importe quoi. Et en fait, elle renvoie quand même un 3e mémoire en simplifiant ce qu'elle avait fait et surtout en répondant point par point aux conneries que disait Poisson. Et donc, du coup, ce 3e mémoire, il est accepté par l'Académie des sciences et elle va obtenir un prix pour ce mémoire. Et elle ne se rendra malheureusement pas à la remise des prix parce qu'ils la préviennent trop tard. N'y voyez là rien de... Je ne dis pas qu'ils l'ont fait exprès, mais peut-être. Et donc, du coup, ça vous permet de voir aussi comment fonctionne un chercheur, parce que là, c'est une femme, mais tous les autres, c'est pareil. En général, on commence à avoir des résultats. Ah, il y a des choses à réajuster. Bon, ben, on s'y remet, on retravaille, etc. Et donc, du coup, c'est ce genre c'est clairement ce que fait un chercheur. Donc, ensuite, il commence à se débrider un peu parce qu'elle a quand même reçu le prix de l'Académie des sciences, donc c'est pas négligeable. Elle finit par avoir le droit d'assister aux séances de l'Académie des sciences. Elle finit de réviser correctement son mémoire et elle continue à faire de la théorie des nombres. Et en fait, d'une manière générale, elle l'avait fait sur des plaques et Fourier et Navière reprendront ses travaux pour les étendre. Et les concepts qu'elle met en place seront repris ensuite par des super bons matheux, quoi. Donc, elle a fait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, on la propose pour avoir un doctorat honorifique, mais elle ne peut pas aller le chercher parce qu'elle meurt d'un cancer du sein. Et donc, on voulait mettre qu'elle était scientifique ou mathématicienne sur sa tombe, et quand elle décède, la personne qui prend son décès a refusé de mettre ça parce que les scientifiques, c'est pas des affaires de femmes. Donc, elle était rentière sur son certificat de décès plutôt que scientifique. Alors, bon, les maths, ce ne sont pas des affaires de femmes. Est-ce sûr? Et donc, combien de temps il me reste? Oh, 25 minutes.
Ah ouais, je suis allée super vite, trop bien. Je peux calmer. Ok. La 13, non? Il reste moins 11h15. Oui, mais ça ira bien. Ça ira bien, 10 minutes, ça ira. Donc, c'est la revanche de Sophie, c'est le XXe siècle. Donc, ça, c'était ma petite prise de tout à l'heure. On est, après Sophie, en France, on est au 19e siècle. Je ne laisse que les matheuses. Il n'y en a plus beaucoup déjà. Première licence de maths, première agrégée de maths et Marie Curie parce qu'elle est incontournable. Effectivement, il me semble que ah oui, je n'ai pas parlé d'Ada Lovelace. Je n'ai pas parlé d'Ada Lovelace. Il y en a une qui a été pionnière, c'est Sofia Kovalevskaya, qui a été la première docteure mathématique en Europe, qui a une vie assez étonnante. Elle est russe. Pour pouvoir étudier, les universités n'étaient pas ouvertes en Russie, donc elle a dû partir en Europe, mais pour pouvoir partir, elle a été obligée de se marier, parce que sinon, son père ne voulait pas, et comme elle était obligée d'avoir l'autorisation, elle s'est mariée avec un copain à elle, juste pour obtenir l'autorisation pour partir en Suisse. En Suisse, ils n'ont pas voulu l'accepter. Du coup, elle a pris des cours particuliers avec les maths du coin. Elle est partie. Bon, bref, elle a fini par être docteur en Allemagne et ça a été la première professeur des universités en Europe, en Suède. Et ce que je trouve assez rigolo, c'est que moi, j'ai appris son existence, en fait, dans mes cours de calcul différentiel. C'est des maths qui sont d'assez haut niveau. Et donc, il y a un gros théorème qui s'appelle le théorème de Cauchy-Kovalevsky. Et moi, je l'ai appris sous le terme Cauchy-Kovalevsky. Mais quand on regarde, en fait, les noms russes, si c'est des femmes, il ne faut pas finir en ski. Il faut finir en skaya. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais dû apprendre le théorème de Cauchy-Kovalevskaya. Mais moi, on ne me l'a jamais appris avec ce nom-là. On m'a masculinisé le nom. Et dans tous les bouquins de maths, le nom est masculinisé et c'est Kovalevsky, pas Kovalevskaya. Donc, je lui rends le Aya de la fin. Donc, elle a travaillé en analyse beaucoup. Et puis, progressivement, donc là, on est encore où les universités commencent tout doucement à s'ouvrir aux femmes et elles commencent à obtenir les top notes. Je vous rappelle qu'elles sont quand même moins de 3%. Et elles commencent à devenir majeures de promo en maths en Angleterre, aux États-Unis. Et non, en France, je ne l'ai pas mis. Mais on commence à se rendre compte qu'il suffisait juste de les laisser apprendre et qu'elles apprennent aussi bien que les garçons. Elles sont peu nombreuses, mais en fait, il y en a plein. Il y en a plein qui sont cachés parce que sous la surface, vous avez notamment plein de calculatrices. C'est-à-dire qu'en fait, des filles qui font des études de maths, il y en a plein, mais elles ne trouvent pas de boulot, en vrai. Après, elles vont se marier, elles ont des enfants, que sais-je. Et souvent, elles sont utilisées comme calculatrices. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de calculatrice, il n'y a pas de calculateur. Et donc, du coup, c'est bien d'embaucher des gens pour faire les calculs à sa place, parce que les calculs, c'est quand même tellement peu intéressant. Donc, on embauche des personnes pour faire les calculs à sa place. Et puis, c'est encore mieux d'embaucher des femmes parce qu'on les paye moins. Donc, du coup, c'est encore mieux. Et donc, du coup, vous avez des armées de femmes qui font les calculs cachés derrière tous les gros scientifiques de l'époque, les physiciens, les astronomes, etc. Donc, vous avez ici l'équipe de calculatrices. Et je pense que ce n'est pas anodin que le terme calculatrice soit au féminin en français. Alors qu'on parle d'un gros calculateur. Mais une calculatrice, c'est féminin parce que la plupart des gens qui calculaient à l'époque, c'était des femmes. Donc, c'était une calculatrice humaine. Et ça a duré très longtemps, jusque dans les années 60. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film qui est sorti il y a quelques années. Ouais. En fait, vous avez Mary Jackson, Catherine Jackson et Dorothy Vaughan qui sont suivies. Donc, il y en avait parmi elles qui étaient des calculatrices.
Donc, ça a duré jusque très tard. Maintenant, elles sont remplacées par les ordinateurs. Et heureusement, on a des informaticiennes également. Et d'ailleurs, effectivement, il y avait Ada Lovelace qui avait été mentionnée tout à l'heure. Ada Lovelace, c'est quand même une femme qui a parlé en premier à un ordinateur. C'est la première la première programmeuse du monde est une femme et c'est Ada Lovelace. Voilà. C'était la petite parenthèse informatique. Je me dépêche. Vous avez aussi plein de noms. Vous avez ensuite, elles ont gravi un à un les échelons en maths en tout cas, et elles ont révolutionné des pans entiers des mathématiques. Vous avez Émile Noether qui a révolutionné l'algèbre, et elles ont commencé aussi à être invitées dans les confs de prestige, dans les choses comme ça. Et donc vous avez, alors je vais juste les mettre toutes comme ça. Vous avez la théorie du chaos, c'est aussi une femme qui l'a mise en place. Et progressivement, elles ont obtenu des chaires, elles sont devenues présidentes d'associations de mathématiques, elles ont eu autant d'honneur que les hommes. Et l'année charnière, je pense que ça a été 2014 avec la première médaille Fields. Parce que en maths, on n'a pas de prix Nobel, mais on a l'équivalent, c'est la médaille Fields, qui avait été donnée qu'à des hommes. Et la première femme médaille Fields, c'est Mariam Mirzakhani, qui l'a eu en 2014. Et donc, en fait, maintenant, tous les gros prix en mathématiques ont été obtenus par des femmes. Et donc, il n'y a plus rien qui n'est interdit, en tout cas, pour une femme qui veut faire des mathématiques. J'ai 2 minutes pour conclure. 2 minutes pour conclure. J'ai un blanc. Donc, en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, il y a autant, là, il y en a plein que je n'ai pas mis, mais je pourrais en citer des centaines et des centaines d'autres. Les mathématiques n'ont pas de sexe, alors je ne vois pas pourquoi on en mettrait un sur les mathématiciens. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que finalement, au collège et au lycée, comme ce sont des maths un peu anciennes qu'on apprend, ce sont des maths qui sont fondamentales évidemment, mais les notions que vous apprenez, en fait, elles vont, allez, on va dire qu'elles s'arrêtent peut-être pas le formalisme, mais au 19e siècle. C'est-à-dire que dans les matheux qui jalonnent vos apprentissages, il n'y a pas encore de femmes. Les femmes, elles sont arrivées quand ça devenait un peu dur. D'accord ? Donc, elles ont d'autant plus de mérite. Mais du coup, donc c'est normal, en fait, que vous ne voyez pas de femmes, parce que les femmes, en fait, elles sont venues après. Et donc, les femmes, enfin, Kovalevsky, Noether, Cartwright, ben, on les retrouve après, ouais, à la fin de la licence, au début du master ou même en thèse. Là, on commence à les voir arriver. Voilà. Donc, en fait, il y en a, mais c'est juste que vous n'y êtes pas confrontés de manière dans vos études parce que, bah, à l'époque, des maths que vous apprenez, bah, c'était réservé aux garçons. Voilà, je m'arrête là.